attaquer cet atelier, mais auparavant, comme le disait tout à l'heure Anicet Leporst, il ne faudrait pas que la qualité de l'accueil nuise à la qualité de l'écoute cet après-midi. Et ça va dépendre de Madame Grillon, Anne Grillon, qui va l'animer. Comme ça, tout de suite, je mets les responsabilités sur ses épaules. Alors, le projet de cet après-midi, c'est de travailler sur les projets d'administration et sur la façon dont ça devient un outil essentiel, un enjeu pour la gestion des collectivités au sens large. Et dans ces cas-là aussi, quel est le rôle des centres de gestion? Parce qu'il faut toujours ramener ça à un moment ou à un autre au rôle et à l'expertise des centres de gestion. Mais auparavant, avant de passer la parole donc à Simon, c'est Simon Moreau, Simon et Cindy. Donc Cindy pour la Fédération des centres de gestion, Simon pour l'ADCF, Association des communautés de communes de France, avec qui on travaille, sur justement ce débat. Une petite présentation d'abord rapidement. Premièrement, on a l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps entre la Fédération des centres de gestion, l'ADCF, l'AMF, d'autres associations d'élus et depuis peu le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, comme je vous en parlais ce matin. C'est nouveau. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que les associations qui jusqu'à présent étaient plutôt en juxtaposition les unes des autres sur ces sujets-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, se rassemblent sur des études d'observation, voire d'opérationnalité sur des sujets précis. Et là justement, l'idée de ce matin, ce que je vous ai évoqué déjà, c'était qu'au regard des fusions diverses qui ont eu lieu les temps derniers, quand on regarde les choses, on a effectivement, par exemple, eu 1760 communes qui ont fusionné et qui ont donné naissance à 517 nouvelles communes. Alors, il faut faire attention, les communes n'ont pas été supprimées, elles ont fusionné. Je le sais, puisque je suis actuellement en cadre de communes nouvelles sur mon territoire, je vais vous dire que tu n'as pas intérêt à dire que la commune a été supprimée. Autrement, ta réunion s'arrête d'un coup. Donc, 1200 communes ont effectivement été comme ça regroupées, réorganisées, déléguées, tout ce qu'on veut, mais dans un cadre différent. Et puis il y a eu aussi la loi NOTRe, puisqu'on est passé de plus de 2000 communautés à 1200 actuellement, à peu de choses près. Les régions, bien évidemment, avec des regroupements extrêmement puissants, dont pourtant, ça date depuis 2 ans, et pourtant on est sûr qu'aujourd'hui c'est pas terminé dans les régions encore. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de difficultés d'ailleurs. C'était sans doute un des cas les plus complexes de gestion de fusion. Tout ça, ça donne un modèle d'organisation qui est complètement nouveau et qui a bouleversé les usagers, alors que le but de l'opération c'est transparence absolue, et non. Deuxièmement, bouleverser les élus et aussi bouleverser les administrations et les agents, par définition, puisqu'il y a eu des regroupements, des fusions, des changements de lieux, des changements de services, des suppressions ou des ajouts de services dans beaucoup d'endroits, donc un paysage complètement transformé. De ce point de vue-là, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut étudier la situation telle qu'elle est aujourd'hui et avoir une idée de ces changements? D'où l'étude tout à fait originale qu'on mène pour le compte du Conseil supérieur, avec l'AMF, l'ADF, l'ADCF et puis l'ARF, je ne m'en rappelle jamais, pour faire en sorte qu'on ait justement, pour une fois, quelque chose de précis, par sondage d'abord et puis après exhaustif, sur les conséquences des fusions. C'est quand même intéressant, ça, on parlait d'évaluation ce matin. Les décisions ont été prises, les lois ont été votées, mais aucune évaluation n'a été faite. Rien du tout. Donc, aujourd'hui, on sera dans les premiers à travailler ensemble sur cette évaluation des résultats des lois de fusion qui se sont succédées ces dernières années. C'est important parce que derrière, comment objectiver des réponses si on n'a pas les éléments? C'est un peu comme l'observatoire de ce matin. Les résultats de l'observatoire de l'emploi de ce matin nous donnent des réponses ou nous incitent à nous poser des questions. Et là, ça va être pareil, ça va être fait d'ici à la fin de l'année avec les organisations, les associations dont je parlais. Et puis derrière tout ça, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles organisations de services. Alors, projet de service, on commence à connaître pas mal. Projet de service, organisation, organigramme, etc. Projet de développement de territoire, projet de territoire tout court. Les élus ont l'habitude d'un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Mais la liaison entre les nouvelles organisations administratives et justement tout ce qui se fait sur les projets de territoire, il n'y en a pas, ou peu. Et c'est une difficulté parce qu'on s'aperçoit qu'un projet de territoire demande une logistique de mise en œuvre.
Et souvent, on s'aperçoit que la logistique de mise en œuvre n'est pas forcément mise en œuvre au moment où il faut, et que tous les problèmes d'organisation, de réorganisation de personnel, d'agents, de services, d'organigrammes n'ont pas été mis en place au moment où il le fallait. Donc on a des décalages. Donc c'est un point aussi sur lequel il faut revenir. Et puis derrière tout ça, c'est comment on travaille maintenant sur ce qu'on appelle le projet d'administration, c'est-à-dire, il y a des exemples ici, on en parlera tout à l'heure justement, sur la façon dont, au-delà des projets de service les uns à côté des autres, au-delà de la façon dont les organisations hiérarchiques s'en occupent et que les élus prennent ou pas leur place dans cette affaire, on est capable d'organiser un projet global d'administration sur l'ensemble de la collectivité. Quand je dis collectivité, ça peut être une interco, ça peut être une commune nouvelle, ça peut être une région, c'est très large. Et comment, de ce point de vue-là, il y a une ingénierie qui permet de le faire dans de bonnes conditions. C'est aussi la question des moyens, c'est-à-dire que les collectivités en question n'ont pas forcément les moyens de le faire. Vers qui se tournent-elles pour pouvoir réaliser? Est-ce que ce sont les centres de gestion? Est-ce que ce sont des cabinets, etc. Donc il y a à la fois la manière dont on organise ce projet d'administration, deuxièmement, avec qui on le fait et pour quelles raisons, c'est-à-dire il y a forcément un sens à tout ça, et troisièmement, comment on l'organise concrètement, c'est-à-dire quels sont les moyens d'ingénierie et les moyens logistiques qui permettent de l'organiser. Et puis derrière tout ça, il y a toute la phase que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on se fixe des objectifs, et si on se fixe des objectifs, vous savez, c'est atteignable, vérifiable et quantifiable dans le temps. Autrement, ce ne sont pas des objectifs. Donc, ça fait partie de tout ça, tellement on connaît les documents comme certains documents, par exemple les documents uniques qu'on fait, qu'on met dans un tiroir et on attend. Donc là, il y a un enjeu réel aussi de faire en sorte que ces documents vivent. Un organigramme, ça vit maintenant, c'est plus quelque chose qui est sur 7-8 ans ad vitam aeternam. On vit sur l'organigramme, on vit sur les projets de service. Ça veut dire derrière de la formation, de l'organisation, de la reconnaissance. Donc toutes ces questions-là sont des questions qui nous sont posées aujourd'hui et dont les centres de gestion, d'une manière ou d'une autre, sont partie prenante. La question est toujours cette liaison. Donc je ne vais pas aller plus loin. Anne, ok, de manière à ce qu'on puisse avoir ces présentations. Je laisserai Anne Grillon tout à l'heure présenter l'ensemble de l'après-midi de l'atelier avec les intervenants, puisqu'il y a quelques intervenants évidemment. Mais je vais d'abord commencer par Simon Moreau, donc, qui travaille à la DCF, et Cindy, qui vont pouvoir nous présenter un peu plus dans le détail ce que sont aujourd'hui, théoriquement, en concept, les projets d'administration. Voilà pour ma part, et je donne la parole tout de suite à Simon, bien sûr. Oui, l'idée, c'est qu'on fasse un peu une présentation devant vous des premiers résultats d'un travail qu'on mène en commun, donc la FNCDG et la DCF, de façon plus générale sur des bonnes pratiques en matière de ressources humaines dans les collectivités et centres de gestion, avec toute une partie qui concerne nos projets d'administration et projets de service. Un aspect qui avait été pris en un seul bloc, dans la mesure qu'on s'était rendu compte en préparant le travail que la réflexion sur les projets d'administration sur le plan national était encore assez peu documentée et que les choses étaient souvent mieux mises en avant avec plus d'outils en matière de projets de service. Pour ce qui est de l'articulation entre les différents documents, je pense que c'est les intervenants de la suite qui vont revenir sur la question du projet de territoire au projet de service en passant par le projet d'administration. Quelles sont les articulations? Dans quelle mesure on a intérêt aussi à segmenter ces documents-là? Ce sont des choses qui vont être dites. Généralement, voilà, le projet d'administration est le cadre général qui doit retranscrire le projet de territoire sur les valeurs et l'organisation de la collectivité pour aller très vite, et le projet de service a vocation à le décliner. Alors là, ce qu'on souhaitait vous donner, c'est des résultats d'une enquête qu'on a menée qui n'était pas à visée exhaustive. On est sur 79 communautés et 58 centres de gestion qui ont répondu en août 2016. L'intérêt pour nous, c'était ensuite de creuser davantage, mais déjà des tendances sur ces outils-là. Alors, déjà, par rapport à nos projets de service, qui ont vocation ensuite à s'inscrire dans les projets d'administration, un tiers de nos répondants au niveau intercommunalité répondaient être dans une démarche de projet de service en 2016. Ça faisait donc 2 tiers qui nous répondaient qu'ils n'y étaient pas. Mais pour ces 2 tiers-là, la moitié disait on va attendre les fusions qui auront lieu l'an prochain, en 2017, pour se mettre au travail sur ce sujet, attendre d'avoir le nouveau cadre. Donc un tiers qui avait engagé la démarche, et dans ce tiers-là, on était en gros à 40% vraiment au début de la démarche de rédaction des projets de service, de démarche en cours, et puis 40% démarches bien engagées et à peu près 20% où c'était bien avancé. L'idée maintenant, c'est qu'on voit à peu près quels sont différents outils, ou alors démarches, comme vous voulez, qui sont soit mobilisés, soit mis en place selon cette enquête, pour alimenter
cette démarche de projet de service. Alors je vous propose qu'on en ait à peu près 5-6, voir rapidement ce sur quoi on se fonde, les tendances observées. Premier type d'outils, c'est des outils un peu classiques, des outils RH ou de GPEC, qui ont été les plus mobilisés au sein des collectivités qui nous ont répondu, avec un recours assez fort aux définitions. Peut-être plus fort, comme ça. Donc je disais que, pas de souci, je disais que premier type d'outils, ce sont les outils en lien avec, c'est mieux comme ça, avec les ressources humaines, les outils d'observation en vue d'une GPEC, avec des outils assez classiques, et là c'est de façon assez peu étonnante, Cindy, on était sur 46%, 50% si vous voulez, qui avaient recours aux fiches de poste, des exploitations de bilans sociaux, quitte à les avoir sous la main, on en profite. Et puis, également pas mal de collectivités qui disaient travailler à la construction de plans de formation, ce qui peut se comprendre quand on rattache ça au contexte de nos collectivités du bloc local, constituées des communes, des communautés et leurs satellites. On est sur des transferts de compétences nouveaux, des mutualisations qui ont été développées, également des changements d'échelle dus aux fusions qui amènent à avoir un besoin de compétences à développer. Donc ça, c'était la première famille d'outils qu'on peut souligner. Deuxième famille d'outils, c'est de façon plus large le fait de travailler une définition d'objectifs. Là, pas tellement de tendance à vous donner d'un point de vue un peu statistique, sinon de dire que quand on voit un peu au cas par cas, les approches sont assez diverses sur les objectifs que l'on souhaite mettre en avant. S'il s'agit d'objectifs un peu généraux, auquel cas la frontière avec le projet d'administration n'est pas forcément très bien établie telle qu'on la conçoit habituellement, ou alors des objectifs plutôt au cas par cas. Troisième famille d'outils qui a été vue, c'est tout ce qui tourne autour des chartes de valeurs. Et là, je reprends la réflexion qu'on a durant toute l'après-midi, je pense, c'est comment on distingue du projet d'administration au projet de service. Si je dis ça, c'est que seulement 13% des répondants nous ont dit qu'ils ont travaillé à des chartes de valeurs. Ce qui nous avait surpris quand on a dépouillé les résultats, mais qu'on peut peut-être rattacher au fait que pour certains, ce n'est pas à l'endroit où on va travailler la charte des valeurs. Elle va être rattrapée, elle va être plutôt reprise de façon à ce qu'ensuite elle soit déclinée dans le projet de service. Quatrième famille d'outils, c'est ce qui concerne de façon générale l'accompagnement à la conduite du changement, avec pas mal de facteurs qu'on a déjà évoqués qui sont sources d'anxiété potentielle. Les changements de périmètre, voilà, on est à 3 communautés, donc 3 lieux de travail, on passe à un seul endroit. Les nouvelles compétences transférées, etc. On avait un peu cette réflexion au déjeuner quand on préparait l'atelier. C'est vrai qu'on peut avoir des documents très bien faits. Si des choses qui tiennent à la vie de tous les jours des agents, leur lieu de travail, etc., ne sont pas prises en compte, le document en tant que tel peut tomber un peu à l'eau, même si le document en soi semble très bien fait. Et là, ce qui ressortait de cet aspect-là, c'est que beaucoup disaient dans les commentaires que cette perspective les met davantage en mode projet pour prendre en compte ces considérations de façon à accompagner la conduite du changement. Autre outil, ce qu'on a appelé les démarches participatives ou d'association des différents partenaires. Un tiers des communautés, donc des intercommunalités, répondaient avoir associé les partenaires sociaux tout au long de la démarche pour s'assurer de la faisabilité du projet et avoir l'assurance d'une bonne compréhension, souvent sous la forme de réunions des instances paritaires. En revanche, c'était un point de surprise aussi, 3% seulement répondaient avoir questionné régulièrement leurs élus et leurs agents tout au long de la démarche. Est-ce que là aussi, il faut voir la question de la répartition du moment d'intervention de chacun selon le projet de territoire, d'administration? C'est quelque chose qu'on pourra creuser par la suite. Deux derniers outils pour finir. La mise en place d'une communication pour sensibiliser les agents. Seulement 13% des répondants avaient annoncé élaborer un plan de communication spécifique à la démarche de projet d'administration ou de service, sous forme soit de réunions d'information générale, soit de plans de communication plus construits, si on peut dire, et plus pérennes. Enfin, pour finir, quelque chose qui ne vous surprendra pas, la définition d'un plan d'action. 24% à peu près on va dire un quart, répondaient mettre en place un plan d'action un peu formalisé pour déterminer différents types d'actions selon des objectifs, des résultats attendus, des moyens et puis des indicateurs de suivi de façon assez classique.
Voilà pour la partie intercommunalité telle qu'il répondait à l'enquête, un travail qu'on poursuit actuellement. Du côté des centres de gestion, l'enquête a interrogé également sur l'accompagnement qu'ils proposent sur ces aspects de projet de service. Oui, donc l'étude que Simon vient de présenter, dans le détail, est très retour d'expérience. Vous avez vraiment la présentation des communautés avec le détail des actions qu'elles ont menées et également des centres de gestion qui ont mis en place des services conseils en organisation. Alors, dans l'étude menée en 2016, on avait un peu plus de presque 79 communautés qui avaient répondu. Sur ces 79 communautés qui avaient répondu, il y en avait 8 qui avaient fait appel au recours du centre de gestion pour les accompagner dans le projet. Ça peut paraître peu, 10%, mais en fait, c'est lié aussi au fait que beaucoup de services de conseil en organisation ont été créés après 2015, du fait de l'évolution de la loi en 2016, et également qu'au moment de la rédaction de notre enquête, on était vraiment dans beaucoup de cas sur des démarches qui venaient d'être engagées, d'où encore le fait que le centre n'avait pas forcément été sollicité. Pour le recours à l'accompagnement d'un cabinet privé, c'était encore plus faible parce c'était de l'ordre de 6%. Beaucoup de communautés de communes, d'ailleurs de la région Loire-Atlantique, Pays de la Loire, que ce soit en Loire-Atlantique ou en Vendée, avaient fait appel pour leur projet de service ou leur projet d'administration au service du centre de gestion. Donc un peu d'historique sur l'évolution des services conseils en organisation des centres de gestion. En 2015, 39% des CDG réalisaient des missions d'audit ou d'études en organisation et seulement 20 des établissements disposaient d'un service structuré conseil en organisation. C'était à peu près stable depuis la fin des années 2000. Il y avait à peu près 20 établissements qui étaient très structurés pour ces services. Est intervenue la loi déontologie en 2016 qui a modifié l'article 25 lié aux missions facultatives des centres de gestion, qui a clairement énoncé et mis dans le champ des missions facultatives des centres de gestion le conseil en organisation, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a 44% des CDG qui proposent ce service aux collectivités. Donc, dans le cadre de ce service, je ne vais pas très loin puisque en fin d'atelier, le CDG 44 et le 29 viendront vous présenter les prestations qu'ils peuvent proposer aux collectivités et leur accompagnement. Toutefois, on peut dire que les centres proposent des outils, des démarches, une méthode de travail, tant sur les aspects internes d'organisation, mais également des conseils sur les faisabilités techniques, financières, en ressources humaines, sur tel ou tel projet de transfert de compétences, réorganisation de services ou mutualisation. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même un quart des centres de gestion qui ont institué ce service depuis 2016, donc c'est tout récent. 2 qui l'envisagent en 2018 et plusieurs qui l'envisagent à plus long terme. Citez également qu'il y a un centre qui conventionne avec un autre département pour proposer ce service à ses collectivités. Évolution notable et très importante, c'est la nature des études qui sont confiées au CDG. Depuis 2015 et 2016, il y a vraiment une évolution très très forte, puisque auparavant, les études portaient vraiment très majoritairement sur la santé, sécurité au travail, maintien dans l'emploi, reclassement, temps de travail. Aujourd'hui, on est à près de 90% sur de la structuration ou l'élaboration de projets ou d'outils RH. Donc là, très clairement, c'est une conséquence de la réforme territoriale. Et ça a démontré également l'expertise reconnue au CDG en matière de gestion prospective des ressources humaines et leur rôle, le tiers de confiance, qui est de plus en plus reconnu. Environ 3/4 des centres citent également des études connexes à ces réorganisations qui vont porter sur le temps de travail, le régime indemnitaire, la définition de profil de poste et également l'accompagnement au management. Certains centres, notamment celui de M. Corré, ayant développé des prestations spécifiques comme le coaching pour les managers. Également beaucoup de sollicitations sur la mise en œuvre de la GPEC, puisque Anne, je pense, reviendra dessus tout à l'heure. Comment ne pas lier GPEC et projet de service. Également sur les reclassements et les inaptitudes. Quelques centres vont plus loin. Certains accompagnent également les centres, leur communauté sur les projets de territoire, certains sur les risques psychosociaux. On nous a également cité l'évolution des rythmes scolaires et la mise en place d'instances locales. Donc vous voyez, les demandes aujourd'hui ont évolué
Et il est intéressant de pouvoir tout à l'heure avoir le témoignage de 2 responsables de services conseils en organisation qui nous parleront de leur quotidien. Bon, nous allons sinon rentrer dans le vif du sujet, au moins dans le vif des pratiques, avec cet atelier et nos 6 intervenants sur cette question du projet d'administration. Alors, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de présenter nos intervenants. Donc, à ma gauche, Thomas Decary, qui est DGS de la ville de Nogent-sur-Oise. Ensuite, Benoît Bellec, qui est DGS de communauté d'agglo de Concarneau-Cornouailles, Concarneau-Cornouailles agglomération, pour être plus précis. C'est très facile à dire, oui, tout à fait. Vous voyez, ça va être compliqué, cette animation et cette responsabilité. Ensuite, monsieur Dominique Godichet, qui est directeur, c'est plus facile, du CCAS des Ponts-de-Cé, en Maine-et-Loire, n'est-ce pas, monsieur ? Emmanuel Aubert, qui est DGS de la communauté d'agglo de Saint-Omer, voilà, du pays de Saint-Omer. Moi, j'ai communauté d'agglo de Saint-Omer, donc pays de Saint-Omer. C'est d'avant la fusion, donc il faut qu'on se mette en ordre. Stéphane Auguel, qui est DRH communauté d'agglo du pays de Paris-Saclay, d'accord. Et puis Anna, alors Anna Bensa, donc chargée de mission à la direction générale de la communauté d'agglo du Paris-Saclay. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, on va découvrir en pratique ce qu'est un projet d'administration. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à nos intervenants pour vous expliquer chacun en quelques minutes, rapidement, 3-4 minutes, la manière dont ils ont travaillé sur leur projet d'administration, qu'est-ce qu'ils en attendaient, pourquoi est-ce qu'ils ont engagé ce type de démarche. Moi, je suis surprise aujourd'hui, travaillant depuis un certain temps avec les collectivités, j'ai l'impression que les collectivités redécouvrent les charmes du projet d'administration qui apparaissait un certain temps un peu trop contraint et aujourd'hui qui revient vraiment comme l'a particulièrement bien montré Cindy et Simon Moreau, disant qu'effectivement, ça pouvait être un outil, un instrument au service d'une culture commune, de la cohésion, et pas simplement dans le cas, effectivement, d'une mutualisation ou d'une fusion, mais également, regardez, Nogent-sur-Oise, DGS, nous expliquera sa démarche concernant un projet d'administration. Monsieur. Alors, les centres de gestion seront représentés par Delphine Le Garçon et Yannick Benet, qui sont ici et qui présenteront la manière dont les collectivités peuvent travailler avec les centres de gestion. Voilà, on a préféré effectivement laisser la parole au terrain, en quelque sorte. Et ensuite, on verra l'apport en matière d'ingénierie des centres de gestion. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Et une ouverture faite quand même par un président d'un centre de gestion. Donc, nous n'oublions pas les élus non plus. Non, mais quand même. Voilà. Alors donc, je vous propose donc, et puis après cette présentation de 2-3 minutes chacun environ, nous vous proposerons bien de poser des questions pour mieux comprendre la manière dont ces projets ont été mis en place. Alors, Stéphane. Oui. Stéphane Auguel, vous êtes DRH. Alors d'ailleurs, nous avons un DRH dans nos représentants, donc c'est une très bonne chose que la fonction RH soit représentée, pas simplement des directeurs généraux qui gèrent tous les services. Et donc, quelle démarche avez-vous engagée aujourd'hui à Paris-Saclay? Vous m'entendez? Ouais. Ça vous dérange si je me lève? Parce que c'est vrai que je vous vois mieux et puis on est resté assis assez longtemps, je trouve. Moi, j'ai du mal. Dans un temps... Oui, très bref. Alors, très rapidement, la communauté d'agglo Paris-Saclay, c'est 27 communes, 310 000 habitants.
Une gouvernance éclatée en 27 communes, je dis ça parce qu'on n'a pas de ville-centre, donc on n'a pas de fait majoritaire, ça c'est important. On n'a pas de bureau communautaire décisionnel. On a souhaité que tout le monde puisse avoir la même voix délibérative. C'est important parce qu'on a été créé donc, le 1er janvier 2016 à l'issue d'une réforme territoriale. Ça veut dire que notre projet de territoire fondateur, ça n'est pas un projet issu de la volonté délibérée des communes membres de s'associer, mais c'est un projet issu, je dirais, de la volonté du législateur. Donc, communauté d'agglo créée à l'issue d'une réforme territoriale, ça veut dire pas de projet de territoire fondateur. Donc 6 mois avant que le projet de territoire sorte. Pas de projet de territoire, par définition, pas de projet d'administration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tout à fait vivre sans projet d'administration. En tout cas, quelques mois. Nous, on a vécu 9 mois sans projet d'administration parce que pas de CT. Nouvelle agglo, les CT, comité technique, sautent. Élection professionnelle, 18 octobre 2016. OK. Pas de projet de territoire, pas de comité technique. On a quand même assuré la permanence du dialogue social avec application, vous la connaissez peut-être, de la théorie développée par le juge administratif dite de la formalité impossible. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. C'est la possibilité de passer en conseil des dossiers qui nécessiteraient préalablement un examen en CT, mais à défaut, en tout cas du fait de l'impossibilité matérielle de réunir le comité technique, on passe néanmoins les dossiers en conseil. On a vu les syndicats tous les mois, 2-3 fois par mois, pour élaborer ou mettre en place les premiers jalons de notre politique RH. Avant le SDRH, donc le schéma directeur ressources humaines qu'on a mis en place fin d'année. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une chose très simple qu'il fallait faire absolument. C'est harmoniser les dispositifs antérieurs à la fusion. On avait des agents qui venaient d'agglos différentes, qui n'avaient pas le même temps de travail, les mêmes congés, qui n'avaient pas la même action sociale. Moi, j'ai des chèques cadeaux. Ah oui, moi, j'en ai pas. Moi, j'ai des titres resto. Ah ouais, moi non, etc., etc. Il a fallu harmoniser. Pourquoi? Parce que quand on fusionne, il y a un effet mécanique de dégradation du climat social. Obligatoirement, c'est mécanique. C'est mécanique parce qu'au 1er janvier, vous avez des agents qui arrivent avec des dispositifs différents. Et les agents se parlent. Il ne faut pas oublier aussi un autre élément, c'est que les agents fusionnés, tout comme les agents transférés, ont 2 histoires. L'agent fusionné, il a l'histoire, première histoire, l'histoire d'avant avec son agglo antérieur à la fusion, et puis il a sa nouvelle histoire, sa deuxième histoire. Un agent transféré, c'est pareil, il a son histoire communale, et puis il a l'histoire interco. Et ça, il faut vraiment, quand on est RH, ou pas que d'ailleurs, il faut vraiment l'avoir en tête. Les agents interco, sauf les primo-arrivants, je dirais, ont 2 histoires. Et souvent, la plupart du temps, à 99%, la deuxième histoire, ils ne l'ont pas voulu. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, on a décidé d'harmoniser tous les dispositifs antérieurs à la fusion dans le cadre d'un dialogue social qu'on a voulu très souple avec les organisations, donc représentantes du personnel précédentes. Et on a pu, comme ça, poser les premiers jalons de notre politique RH. Très rapidement, le schéma directeur des ressources humaines. Avant de l'élaborer, on s'est posé une question. On s'est rendu compte en novembre, à peu près octobre-novembre 2016, que être manager au sein de l'écosystème territorial intercommunal, c'est très particulier. Je vais essayer de ne pas être trop théorique, mais pour faire court, quand vous êtes manager en intercommunalité, et notamment la nôtre, sans ville-centre, ça veut dire que tout processus d'élaboration des dossiers se fait à 27. Toute décision se prend à 27. Donc, c'est très bien. Il y a une vraie horizontalité. C'est ce qu'on appelle la fonction réticulaire. On travaille en réseau. Et cette fonction réticulaire que j'appelle moi fonction réticulaire institutionnelle, elle vient se superposer à un phénomène que l'on rencontre dans notre vie personnelle et maintenant dans notre vie professionnelle depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle la fonction réticulaire numérique. Le fait qu'on travaille de plus en plus en horizontalité, en transversalité. Exemple concret, l'un des attributs du pouvoir, c'était le fait de détenir l'information. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs ont au moins autant d'informations, voire plus que leur responsable hiérarchique. La connaissance comme attribut du pouvoir, ça tombe. On est de plus en plus dans l'horizontalité. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le manager au sein de la communauté d'agglo, un manager, il pratique à double titre, donc institutionnel et numérique, cette horizontalité. Et ça nous a conduit à réfléchir avec le collectif de cadres. On a fait des réunions de service où on a réfléchi au rôle du manager, ce qu'on a appelé l'esprit managérial Paris-Saclay. On s'est tous entendus sur une définition du rôle et des missions du manager territorial. Et de là, j'espère que je ne suis pas trop abstrait, de là on a décliné un ensemble de mesures puisque cette horizontalité, ce fameux réseau réticulaire dont on parle de plus en plus, amène à bouleverser l'organisation de travail, du moins le rapport à l'organisation de travail, à travers notamment 3 choses. Le rapport à l'autorité. Mon chef, ce n'est pas forcément celui qui a l'info, parce que moi j'ai autant d'infos que lui, donc j'attends autre chose de lui.
Le responsable, c'est pas seulement un responsable hiérarchique, c'est aussi un responsable qui accompagne, qui aide, parce que les nouvelles générations, notamment, ont un vrai besoin d'autonomie, qui fait qu'elles ont moins besoin, je dirais, de leur chef de service sur les aspects techniques. Elles ont plus besoin d'être aidées, accompagnées, écoutées. On a également un nouveau rapport à la gestion du temps de travail, un rapport moins hiérarchique, moins présentiel. On a mis en place le télétravail. Je vais vite, hein, mais c'est pour vous dire qu'on a vraiment repris cette notion du manager Paris-Saclay pour décliner. Et puis enfin, c'est aussi un nouveau rapport aux locaux de travail. Hein. Il faut dépasser, je crois, cette notion de locaux attachés à un service. On a notamment les espaces de coworking qui se développent beaucoup. Et donc, on est parti de cette horizontalité qui gagne progressivement nos organisations de travail comme elles gagnent nos organisations de vie personnelle pour bâtir notre schéma directeur des ressources humaines. J'en parlerai après, mais voilà. C'est ce que je voulais dire en 2 mots. Merci beaucoup, merci. Alors, Emmanuel Aubert, comment avez-vous, pourquoi et comment avez-vous engagé pour vous? Alors là, vraiment, on est dans le projet d'administration type, j'ai envie de dire, en tout cas, tel que les définitions peut-être théoriques le présentent. Donc la communauté. Il faut que vous approchiez, je pense. La communauté d'agglomération donc, du pays de Saint-Omer, c'est une nouvelle agglomération qui a été créée au 1er janvier 2017 par fusion de 4 intercommunalités dans le nord du Pas-de-Calais. Et puis aussi en intégrant des syndicats d'eau, des compétences des communes. Donc c'est une agglomération très intégrée. 53 communes, donc qu'on appelle dans le jargon XXL, sur un territoire aussi assez vaste de 500 km². Et avec un budget consolidé de 212 millions d'euros, donc avec pas mal de politiques publiques. Donc entre guillemets une certaine responsabilité aussi à l'échelle du bloc local, parce que c'est une collectivité plus riche évidemment que ses composantes. Alors on a souhaité faire un projet d'administration qu'on a appelé Feuille de route 2020, qui est un document sur 3 ans, un document pluriannuel, pour mettre en œuvre, pour décliner le projet politique, le projet dit de territoire, qui a été adopté pour ce qui nous concerne 6 mois avant la fusion, ce qui est assez, disons, confortable, je dirais, pour les agents. Puisque c'est une sorte de charte constitutionnelle un peu pour nous, c'est ce projet politique à mettre en œuvre. Donc c'est aussi notre légitimité. On s'est basé, disons, sur cette nécessité de le mettre en œuvre sur la durée du mandat pour faire établir, rédiger de manière participative ce projet d'administration feuille de route 2020. Alors pourquoi on l'a fait? Parce que justement il y avait un nouveau collectif de travail à créer, à constituer, de nouvelles équipes avec des gens qui venaient d'horizons différents, avec des pratiques professionnelles différentes. Donc on l'a vu comme un outil en ce sens de cohésion, et aussi un outil de pilotage, donc un outil de cohésion parce que, disons que la démarche de rédaction de ce projet d'administration, on l'a perçu comme un outil, comme un moyen de manager aussi les équipes nouvelles, une forme de dynamique collaborative. Et donc, pour constituer ce collectif du travail, il nous a paru nécessaire de poser des principes communs, des valeurs pour donner du sens au travail des équipes. Et puis aussi parce que, en termes de cohésion, ça nous paraissait utile de mettre des jalons, des repères sur le travail des équipes pour mettre en œuvre les projets. C'est-à-dire que, évidemment, après une fusion, la charge de travail des équipes est très importante, parce qu'il y a évidemment, comme le disait mon collègue, un travail induit par la nouvelle organisation, un effet volume, je dirais, par exemple beaucoup plus de mandats à traiter, donc des questions de procédure, des questions d'harmonisation, comme vous le disiez, à mettre en œuvre. Donc beaucoup de travail qui pèse d'ailleurs notamment sur les services ressources, mais sur l'ensemble des services, y compris les opérationnels. Et donc, les agents souvent demandent des repères, des jalons. Et la faiblesse peut-être des projets de territoire, projets politiques, c'est que souvent, ils ne sont pas datés. Ils ne sont d'ailleurs pas... ils sont pas chiffrés, disons, en termes de dépenses. Et donc là, on s'est dit, c'est une opportunité, ce travail au niveau de l'administration, pour
mettre des jalons temporels et pour essayer de proposer une méthode de mise en œuvre. Donc ça, c'est la cohésion. Et puis le pilotage, parce qu'il faut aussi parler un langage commun, il faut une forme d'acculturation un peu progressive aussi des équipes sur le même modèle, peut-être parfois un peu plus gestionnaire, hein, parce qu'il il y a aussi des limites budgétaires à intégrer. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'a vu, un projet de cohésion et le pilotage. Très bien, merci beaucoup. Alors vous, Dominique Godichet, directeur du CCAS donc des Ponts-de-Cé, vous parlez plutôt de projet d'établissement. Projet d'établissement, puisque effectivement, CCAS est un établissement public. Public, absolument. Alors, nous, notre histoire, c'est qu'en 2008, il y a eu un changement d'équipe municipale, avec dans son projet de rassembler les services du CCAS qui étaient un peu éclatés sur la commune, sur un même lieu. Donc c'était l'objet du tout le mandat, en fait, construire un lieu neuf qui rassemble tous les services, et puis on y accueille aussi le service jeunesse de la ville. On a intégré ces locaux fin 2012 et le temps de s'organiser, de se mettre en place. La commande du président a été donc pour le mandat suivant, donc 2014, de mettre en place un projet d'établissement. Pourquoi ? Parce que le constat, c'était qu'on rassemblait des services avec des histoires différentes, des métiers différents, des approches différentes, et qu'on avait besoin un peu de faire monter la mayonnaise et que les équipes travaillent ensemble. On en a profité pour réorganiser, au lieu d'avoir un organigramme en râteau, on a créé 2 pôles. Ce qui donc a permis un peu de donner du lien à ce travail, puisque des gens qui étaient côte à côte, en fait, ont commencé à travailler ensemble. Et puis, on a ressenti le besoin, dans le cadre de ce projet, de commencer par travailler sur nos valeurs. Qu'est-ce qui nous rassemble, pourquoi on est là, et qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant. Donc, on a fait appel à un cabinet, une consultante, et sur un délai relativement court, puisque sur 5 mois, on a fait travailler l'ensemble des agents ensemble. On a associé bien sûr les élus et puis un certain nombre de partenaires. D'accord, Voilà. très bien. Très bien. On y reviendra d'ailleurs sur la question des valeurs que Simon nous a souligné comme étant une partie intégrante de certains projets d'administration, d'ailleurs, pas de tous, hein, loin de là d'ailleurs, et de la question aussi de la participation des agents qui est parfois un sujet apprécié différemment. Alors, Benoît Bellec, vous êtes DGS, donc Concarneau-Cornouailles Agglomération. C'est bon, hein. Je vais peut-être y arriver. Donc, vous concernant, quelle démarche avez-vous engagée et pour quelles raisons, en fait, d'abord, en premier lieu? Bon, déjà, c'est une communauté d'agglomération qui n'a pas connu de fusion, contrairement à mes collègues. Donc, le périmètre n'a pas bougé les mois passés. Par contre, elle a beaucoup bougé en termes d'effectifs et en termes de compétences, pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, la loi NOTRe, évidemment, mais on est tous concernés par les compétences. Un projet politique qui est arrivé relativement tard, puisqu'il a été voté en mars 2016, donc les élections étant en 2014. Donc, le projet de mandat 2016 porte sur la période 2016-2020. Un schéma de mutualisation qui est particulièrement ambitieux, parce qu'on a 5 services communs, mais des services communs très intégrés. Je citerai 2-3 chiffres. Hein. La direction des systèmes d'information regroupe l'ensemble du territoire, donc 9 communes. Les ressources humaines gèrent 850 fiches de paye, donc, puisqu'on a un service commun intégré avec l'agglo, la ville-centre et plusieurs communes. Et puis le service finance qui gère aussi les budgets de plusieurs communes, gère 26 budgets. Donc on a 250 agents aujourd'hui, et puis donc la loi NOTRe, hein, je le disais, donc avec notamment la prise de compétences eau et assainissement, plus développement économique, tourisme, etc. Et puis à cela s'ajoute le contexte financier, on n'en a pas parlé, contexte national et contexte local, puisque les élus ont décidé de ne pas toucher à la fiscalité tout au long du mandat. Donc on a comme équation à résoudre des prises de compétences avec transfert de charges, certes, mais sans toucher à la fiscalité, donc avec un objectif notamment de baisse des charges à caractère général de 8% budget 2018. Donc avec tous les transferts, etc. Donc c'était un enjeu particulièrement fort. Donc il est évident que, et dans le schéma de mutualisation en plus, on a transféré tous les agents avec l'ensemble des avantages acquis, c'est-à-dire pour l'instant aucune harmonisation de fait. Donc on a pris les agents et l'harmonisation viendra après.
Voilà, donc l'équation à résoudre n'est pas simple. Donc je redirais la même chose que mes collègues, Oui. nécessité de cohérence, Oui. de culture commune, Oui. d'identification à la collectivité. Et donc effectivement, on a doublé d'effectifs en l'espace de 2 ans, donc il est temps de se pencher sur cette question-là de culture et de valeurs communes. 250. Oui. 400 agents maintenant, c'est ça? Pardon? Combien d'agents 250 aujourd'hui? agents. 250 agents, 250, mais avec un périmètre plus large sur les Ouais. services communs. d'accord. Voilà, donc les objectifs sont clairement définis. Alors la particularité, c'est qu'on n'a pas fait de projet d'administration, on est passé directement Oui. au projet de service, mais j'en parlerai peut-être. Tout à fait, oui. En fait, non. Vous dites, on avait déjà un projet de territoire. Alors le projet politique est Comme arrivé tard. Emmanuel Aubert le disait, c'est une base de travail, en fait. Hein. Ouais. On a le projet politique. Oui, On est déjà en 2018. oui. Le mandat termine dans 1 an et demi. Si je pars sur un projet d'administration, je ne ferai jamais les projets de service ce mandat-ci. D'accord. Si je veux de la concertation, de la collégialité, etc. Donc bien. on est parti sur le principe de partir directement sur les projets de service en associant le maximum la base. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc une autre manière d'aborder un projet global par le biais du projet de service, en fait. Hein. Ce qui n'empêche pas de travailler ultérieurement sur un éventuel projet d'administration. D'accord. Alors, Thomas Decarie, vous êtes également DGS, mais absolument pas d'une interco, mais de la ville de Nogent-sur-Oise. Et néanmoins, mais presque sans le savoir, vous avez travaillé sur un projet d'administration. C'est là où votre histoire prend toute sa singularité en réalité. Alors, expliquez-nous. Alors peut-être ce que juste vous avez fait. pour commencer, donc Nogent-sur-Oise, c'est une commune à peu près de 20 000 habitants et à peu près 400 agents. Donc c'est dans l'Oise, je salue le directeur du centre de gestion. En fait, si on parle du pourquoi, je pourrais vous dire des choses très rationnelles, très concrètes, etc. La réalité, c'est que ma collectivité est un peu une vieille collectivité, et c'est pas négatif de dire ça. C'est une collectivité qui est sortie avec un maire qui était là pendant très longtemps, 25 ans, et un nouveau maire est arrivé avec d'autres méthodes de management. D'autres méthodes. Quand je dis d'autres méthodes, ça a été un peu le choc. Et donc, un des objectifs de la collectivité, en tout cas celui que je me suis assigné, c'est aussi de travailler et de pacifier les relations avec les élus. Alors attention, pas de chasse aux sorcières, etc. Mais on voyait qu'on ne se parlait pas, on n'avait pas les mêmes mots, pas le même vocabulaire. Et donc, il fallait travailler ça. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un outil, il faut qu'on trouve quelque chose. Ce quelque chose, on a pris beaucoup de temps à savoir ce que c'était. Alors quand on a découvert ce que c'était, imaginez, c'était comme si on découvrait la Lune, voilà, c'était magique, on n'était pas tout seul et on rentrait effectivement dans un cadre et que c'était doux et délicat. Alors pourquoi, et là de manière peut-être plus rationnelle, pourquoi on a fait ça? Je reprendrai effectivement la contrainte. On a des populations qui évoluent. À la fois, elles peuvent augmenter, elles peuvent aussi baisser dans certains cas, mais on a une population qui change. Grosso modo, elle demande toujours beaucoup plus de services. Et bien évidemment, les collectivités ont beaucoup plus d'argent. Merci, RGPP, etc. Voilà. Et donc, c'est excessivement compliqué. Comment on fait tout ça? Eh bien, on s'est dit, de la contrainte, on va en faire du positif. Dépassons ce défi-là, et donc, mettons en œuvre toutes les bonnes énergies pour le faire. L'avantage de mettre toutes les bonnes énergies dans un paquet commun, c'est que ça favorise la dynamique, ça évite d'être tout seul. Et donc, ça permet aussi d'emmener, d'émuler une équipe. Alors, voilà déjà un petit peu pourquoi dépasser ces défis-là. Et puis, il y avait aussi l'idée de trouver un outil, enfin le projet d'administration, qui est un outil du changement, un outil de changement dans la méthode, la façon aussi de construire, concerter les agents, et au final, un outil de management. Comment on manage, comment on peut impliquer davantage les agents pour, au final, les motiver et rendre plus dynamique une administration. Et puis, je vous disais que parfois, il n'y a pas que du rationnel. Il y a aussi un jeune DGS qui prend une place et qui se dit « mais comment moi je vais démontrer que j'ai quand même des compétences ?» Et donc, c'est utiliser un outil comme source de légitimité. En l'occurrence, l'affichage que le projet d'administration, qui est un projet administratif, non pas à l'opposé du projet politique, mais qui vient compléter, servir le projet politique, l'améliorer, l'optimiser, faire en sorte qu'on le mette en œuvre beaucoup plus facilement. Le projet d'administration, c'est le projet que le DGS pilote avec son équipe et qui permet également de favoriser la création d'une équipe soudée. Voilà un petit peu... Très bien. Tout à fait encourageant finalement tout ce qui nous est relaté. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui ne pas s'engager dans la réalisation d'un projet d'administration. Alors, qu'en pensez-vous, mesdames, messieurs? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions à poser aux intervenants sur
la façon dont on engage un projet, les objectifs en matière de management plutôt d'ailleurs. On voit que finalement le projet d'administration, malgré un nom un petit peu barbare, pas forcément engageant, on voit la volonté des collectivités de passer peut-être de la gestion au management. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. On n'a jamais autant parlé de la nécessité de travailler sur l'humain, de considérer qu'on travaille avec des personnes dans leur globalité plutôt qu'avec des individus. C'est aussi une autre manière d'aborder le management et la gestion des ressources humaines. Alors, est-ce que... Oui, madame. Voilà, merci. Moi, je suis DGS du centre de gestion 27 et on voit bien en fait que vous avez fait un projet d'administration pour reprendre les valeurs. Alors le risque du projet de service, de passer directement au projet de service, même si j'entends l'urgence, on va dire, de la situation, c'est d'en oublier les valeurs, de rester sur quelque chose de très fonctionnel. Et comment faire des projets de service si on ne partage pas les valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une structure de la fonction publique, on en parle beaucoup, des risques psychosociaux, du sens du travail, où les fonctionnaires en ont oublié parfois le sens, parce qu'on leur a dit en plus qu'il n'y en avait pas de sens. Donc pendant des années, on leur a dit qu'ils n'avaient pas à réfléchir sur le sens du travail. Et je trouve que c'est plutôt très intéressant de voir qu'on ne peut pas travailler si on ne partage pas les mêmes valeurs. La loi de déontologie a été obligée de noter dans la loi les valeurs de la fonction publique. Enfin, c'est quand même fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que le législateur l'écrive, tellement on ne les partageait plus. Oui. Alors, justement, moi, j'aimerais bien revenir, madame, et si votre observation, si vous avez finalisé votre observation, à ce que rappelait Simon tout à l'heure, en fait, sur la place des valeurs dans les projets d'administration. Alors, Simon note. Désolée, je vous interromps. Alors, qu'est-ce que vous nous aviez dit qu'environ, reprenez vos notes. Ouais, d'accord. Ok, très bien, monsieur, je vous donne la parole après. Madame donc a surtout parlé des valeurs, et ce matin j'ai beaucoup entendu parler des principes qui avaient à mon sens beaucoup plus d'importance que la valeur. En tout cas, c'était l'intervenant qui soulignait ça. D'accord. Très bien. Alors on va d'abord, merci monsieur de compléter madame. Alors donc si je peux avoir le micro pour 2 minutes avant d'abord Simon Moreau, donc oui, ce qu'on avait vu dans l'enquête, c'est que seulement 13% des intercos qui répondaient déclaraient avoir travaillé sur les valeurs au moment du projet de service. On s'est posé un peu la question que vous avez vous-même retranscrite par rapport à votre point de vue. Est-ce que c'est parce qu'ils s'étaient rattachés à un projet d'administration, ou est-ce qu'on n'allait pas un peu vite en besogne parce qu'on allait directement sur la déclinaison opérationnelle service par service? D'accord. Alors, si vous voulez bien, j'avais l'intention d'aborder la question des valeurs, justement. Donc, merci, madame, de faire. Et on va répondre par ce biais-là à monsieur. Alors, est-ce qu'il y a un micro ici? Voilà. Oui, pardon. Je vais peut-être... vous allez trouver ça agaçant, je me lève à chaque fois et puis je... Bon. Non, je vais juste faire une remarque par rapport à ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, ça renvoie plus globalement au sens. Et dans le sens, pour moi, le sens est à double sens, ce que je dis souvent. C'est-à-dire qu'il y a le sens de ce que je fais. Est-ce que ce qu'on me demande, je le comprends? Ça, c'est important, parce que quand on ne comprend pas les directives qu'on vous donne, déjà, c'est compliqué. Ça, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Et puis, après, c'est est-ce que ce que l'on me demande et que je comprends a un sens pour moi? Et là, on renvoie aux valeurs. Donc le travail, il est à double sens. Le premier sens qui est de base, mais qui ne va pas toujours de soi. Et puis le second sens qui renvoie effectivement aux valeurs. On a mis... Ouais, oui, vous voulez... Oui, et au sein de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, donc on a, à l'occasion d'un séminaire de travail avec l'ensemble des chefs de service, déterminé 4 valeurs. Ouverture, respect, partage, solidarité. 4 parce que ce matin, c'était très bien dit, si vous avez trop de valeurs, vous les oubliez. Oui. Vous avez 10 valeurs, 2 ans après, on vous les demande, vous en oubliez la moitié. Oui. Ça n'a pas de sens.
Et ces valeurs, on les a organisées donc en 4 groupes de travail, un groupe de travail par valeur. On a associé l'ensemble des agents de la collectivité pour voir s'ils étaient en phase avec ces valeurs, voir comment les approfondir et surtout les décliner en action. Parce que les valeurs, ça ne suffit pas. C'est facile d'afficher des valeurs à l'entrée de la mairie. À un moment, il faut les décliner aussi concrètement. Et les valeurs, c'est à la fois des actions concrètes, mais c'est un comportement de tous les jours. Je fais très simple. Vous pouvez avoir le projet d'administration le plus abouti possible. C'est ce que disait Simon tout à l'heure. Vous pouvez avoir une superbe charte des valeurs. Vous recrutez un DG, un DGA, un directeur de service. Il arrive le matin, il dit bonjour à personne. Il repart, il dit au revoir à personne. Vous pouvez avoir le plus beau projet d'administration, le plus bel organigramme. Si les managers ne remplissent pas leurs fonctions, je dirais, relationnelles, hiérarchiques, de respect de base, de toute façon, ça ne suivra pas derrière. Ouais. Et à un moment, les agents diront, il ne me connaît pas, il ne cherche pas à me connaître, etc. Donc, il faut jamais oublier, au-delà de tout ce qu'on écrit, de tout ce qu'on affiche, de tout ce qu'on élabore ensemble, l'humain. Et à ce titre, je pense que le recrutement est fondamental. Voilà, c'était une parenthèse. Parce que... Justement, on voit bien que quelques-uns d'entre vous ont effectivement parlé de la question des valeurs. C'est le cas chez vous, Monsieur Godichet. Et pourquoi vous avez tenu à définir les valeurs, et plutôt que des principes d'ailleurs, pour répondre à l'observation de Monsieur Alors, sans doute sans se livrer à un jeu sémantique, mais... Sans doute que tous mes services sont en contact direct avec des populations, et notamment des populations fragiles, et que on venait d'endroits différents, de pratiques différentes, et qu'on avait besoin à un moment donné de se rassembler en se disant mais qu'est-ce qui nous rassemble, pourquoi on fait ce métier, ou ces métiers, qu'est-ce qu'on a en commun. Et on a aussi arrêté 2 valeurs fondamentales du CCAS, parce que je suis d'accord, il ne faut pas les multiplier, qui sont respect et solidarité. Il se trouve qu'on a une résidence autonomie et un service prestataire d'aide à domicile, que ces 2 structures ont, de par la loi, une obligation de projet d'établissement ou de projet de service. Et en fait, ces valeurs, on les retrouve dans ces 2 projets. C'est aussi un outil de management très important. C'est de temps en temps un petit rappel en disant dis donc, dans notre projet d'établissement, la valeur, c'est ça, c'est respect. Donc voilà, ça permet de reprendre aussi les choses. Et donc là, on s'inscrit véritablement dans la déclinaison du projet d'établissement ou du projet de service, voilà. en rappelant donc, les valeurs. D'accord. À l'issue du travail, on a décliné 53 actions. Et qui servent de référence de base, en fait. Voilà. Alors, vous m'aviez dit, Monsieur Bellec, à l'occasion de notre entretien de préparation de cet atelier, que vous estimiez nécessaire de replacer la question du service public dans les projets de service. Alors, qu'est-ce que ça veut? Comment pourquoi cette nécessité? C'est pas une nécessité, c'est une obligation. C'est une obligation. Je pense qu'il est nécessaire. Alors, on parle de valeurs, de réglementation, de contraintes, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais cette notion de service public est essentielle, et je pense notamment pour plusieurs raisons. D'une part, les contraintes financières qui nous imposent aujourd'hui à réfléchir sur nos politiques publiques et à l'efficacité de ces politiques publiques, au lien qu'on a avec la population. Et je pense qu'au niveau d'une intercommunalité, c'est plus compliqué qu'au niveau d'une commune, puisqu'on a un lien de proximité qui est moins net. Et donc cette notion de service public s'impose. Voilà. Et puis, je pense qu'il est vraiment essentiel de se pencher sur cette notion de service public, donc dans le cadre des valeurs ou des principes qui réglementent le fonctionnement de nos collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, l'usager, il faut s'adapter à l'usager qui est devenu exigeant sur les politiques publiques. Il veut la réactivité, il veut de l'efficacité, de la rapidité, tout en payant un coût du service public le moins cher possible. Alors on peut être critique ou pas vis-à-vis de cet état de fait, c'est une réalité. Donc nous, en tant que fonctionnaires ou contractuels des collectivités, il faut qu'on s'adapte à cette réalité, et il faut réinventer le service public autour de ces valeurs-là. D'accord. Monsieur, vous avez une réponse satisfaisante Très bien, très bien. Yannick Bonnet, donc... Yannick Bonnet du Centre de gestion de Loire-Atlantique. Je veux bien compléter, parce qu'il n'y a pas opposition nécessairement entre valeurs et principes. Dans le cadre d'un accompagnement d'une collectivité, une petite collectivité, de 1500 habitants et 25 agents, nous avons mis en place une charte des valeurs. Mais le préalable à la charte des valeurs, là, ça a été mis en place de façon collective, j'entends bien, élus et agents,
Le préalable à la charte des valeurs, c'était de rappeler les droits et obligations des agents. D'accord? Je crois que c'est l'essentiel. Parfois, on peut l'oublier. C'est quand même l'essence même du statut. Droits et obligations des agents et droits et obligations des élus. Avant même de travailler sur les valeurs collectives sur lesquelles on voulait travailler ensemble. Voilà, l'objectif politique, c'était comment on peut mieux travailler ensemble, quelles valeurs on se donne. Et après, ces valeurs ont été déclinées évidemment, définies, déclinées en ce que c'est, ce que ce n'est pas, en termes de comportement, de posture ou d'action, d'accord. Et puis, ça a été aussi de définir des principes de fonctionnement derrière, d'accord. Donc tout ça, en fait, dans la charte des valeurs, principes de fonctionnement qui sont quelque part opposables un petit peu à tous. Et pour renvoyer tout à l'heure à ce que quelqu'un disait, j'ai un directeur adjoint ou un directeur général qui vient et qui ne dit pas bonjour, peut-être que quand on recrute quelqu'un, notamment un cadre, c'est peut-être bien à un moment donné aussi de lui opposer. Alors on va parler de charte de projet de territoire, de projet d'administration, de projet d'administration, mais aussi de charte des valeurs, en disant on est d'accord. On est d'accord sur le projet pour lequel vous venez travailler avec nous dans la collectivité. Je pense que ça, c'est important. Et ça, le centre de gestion est en mesure d'accompagner des collectivités qui veulent travailler de cette manière, élus et administration. Et là, c'était, je crois, dès le début du mandat, je crois. C'est ce que vous m'aviez indiqué. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Très bien. Alors, un autre point que j'aimerais bien aborder, c'est ce qui a été, c'est une question que Simon, qui a en fait proposé la trame d'une certaine manière d'un projet d'administration ou d'une méthode de projet d'administration, implicitement, mais en tout cas, je pense que c'est le cas, on s'y retrouve, c'est de savoir comment est-ce qu'on associe l'ensemble, les agents, les cadres. Alors, est-ce que c'est un projet qui est réalisé en chambre avec la direction générale? Est-ce que finalement, on associe les directeurs, les chefs de service en fonction de la taille de la collectivité? Et puis, est-ce que les agents, parfois nombreux, dans certaines organisations, quelle est leur place? Alors, je vais demander à Emmanuel Aubert de partager avec nous la manière, le micro est ici, dont... Et là, Emmanuel Aubert est là, voilà. Emmanuel Aubert, donc c'est bien vous, une chemise bleu marine. C'est moi. Pays Saint-Omer. Saint-Omer, voilà. On vous écoute sur ce sujet. Nous, on est parti d'une impulsion en fait de la direction générale pour lancer ce projet d'administration. Direction générale, donc DGS et DGA, élargie à quelques cadres motivés par la démarche pour créer un groupe de pilotage, donc élargi à la DRH, au secrétaire général et au directeur des systèmes d'information et du numérique. Et c'est ce groupe-là qui a fait le cahier des charges pour recruter un consultant qui, après, nous a permis de rythmer un peu la démarche, de nous donner quelques principes aussi d'animation. Donc on est parti de ce noyau dur, et c'est très important comme ça que la direction générale, là pour le coup élargie, s'empare de la démarche, parce que les DGA notamment ont quand même des rapports très, très fréquents, très directs avec leur directeur. Il ne faudrait pas qu'il y ait des résistances dès le début. Et donc ça suppose un effort quand même de pédagogie en amont pour expliquer, on parlait du sens des valeurs, mais expliquer le sens aussi d'un projet d'administration, à quoi ça sert, quelle est l'utilité au quotidien, etc. Donc on est parti de cette impulsion, un peu effectivement DG élargie. Et ensuite, on a déroulé une méthodologie qui associait à la fois le CODIR, c'est-à-dire les directeurs et chargés de mission, une trentaine de cadres de la collectivité, dans un premier séminaire auquel on a associé une vingtaine d'agents dits ambassadeurs ou contributeurs, parce qu'ils ne sont pas nécessairement ambassadeurs, porte-parole de leur service, mais des agents motivés dans les services pour contribuer également à ce projet. Donc un groupe finalement d'une cinquantaine d'agents qui a travaillé. Alors je sais pas, je mets une slide, mais en tout cas on a travaillé nous sur 7 mois pour sortir le projet d'administration. Donc on a un document, là on en est au stade du livrable qui a été livré, mais qui n'a pas encore été présenté aux élus.
Et donc, on l'a commencé à 9 mois après la fusion, en septembre dernier, et puis on l'a terminé il y a quelques semaines. Et donc, on a travaillé comme ça dans des séminaires CODIR, séminaires d'agents, séminaires collectifs CODIR-agents, intercessions de travail, parce qu'on a 4 axes dans notre projet d'administration. On a mis des responsables d'axes, et donc avec la direction générale, enfin un DGA, et puis le responsable de l'axe. Et puis à chaque fois c'était itératif, on revenait vers le groupe les 50 agents. Voilà, avec un travail en plénière, un travail en atelier, parfois on utilisait la méthode du kiosque, c'est-à-dire un peu comme dans un cabaret avec des tables comme ça, et chaque axe passait d'une table à l'autre pour enrichir l'axe, etc. Donc des méthodes un peu de consultant, mais qui nous ont été utiles. C'est un peu ce que nous a apporté aussi le consultant, sachant que ce qu'on lui avait demandé, c'était de s'arrêter à l'animation et à la méthode, et surtout pas de rédiger le document qui a été rédigé beaucoup par la direction générale et les responsables d'axe, mais enrichi, comme je vous le dis, par toutes ces méthodes un peu itératives au cours de séminaires. Donc une association large de l'ensemble de la... Assez large, mais comme vous le disiez, pas assez. On a 50 agents sur 600. Nous, on est 600 agents. Bon, après, c'est toujours la question d'un projet d'administration de 20 pages avec des termes parfois abscons. On ne sait pas brider, effectivement. On parle de reporting, je ne sais pas moi, de collectivité agile. Il y a des mots qui peuvent paraître un peu pas hyper intuitifs pour un certain nombre d'agents. Donc l'idée, c'est évidemment de diffuser ce projet d'administration pour tous les agents sur l'intranet, mais pas et que tout le monde puisse idéalement se l'approprier dans toutes ses composantes. Mais l'ambition déjà, c'est que les gens puissent y jeter un coup d'œil et s'approprier les valeurs. Ouais. Sachant que à Saint-Omer, la suite, à l'inverse de ce qu'a fait Benoît Bellet, la suite, c'est le projet de service. C'est ça. Donc le chaînage vertueux, ça peut être dans le sens inverse, mais pour nous, c'est projet effectivement politique, projet d'administration, et derrière, projet de service à l'échelle des directions. Mais une direction, ça peut être une unité de travail qu'on appelle service. Et donc pour faire le lien entre la vision globale du projet d'administration et la réalité concrète des métiers. D'accord. Très bien, merci. Alors Anna, un point donc, Paris-Saclay. Allez-y, on attend. Et après, je vous laisse. Allez-y, monsieur. Je trouve que Saint-Omer travaille très, très bien. Je n'ai pas beaucoup apprécié un projet livrable aux élus. Il me semble, Gérard Guillou, membre du CDG 56 et premier adjoint de la commune d'Auray dans le Morbihan. Oui. Moi, je considère que ce travail-là doit se faire, au pire, en parallèle de part et d'autre. Mais en tous les cas, il faut que les élus, les adjoints, l'équipe... Le CODIR du politique doit être en phase avec le CODIR administratif. Si ce n'est pas ça, à mon avis, on a un souci. Ou j'ai mal compris, peut-être. Nous allons y venir, si vous voulez bien. Voilà. Oui, tout à fait. Je crois que j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets de valeur au niveau de notre commune. Oui. Mais il est indispensable qu'il y ait, d'une part, les élus qui travaillent d'un côté, de l'autre part, qu'il y ait les administratifs qui travaillent ensemble, mais qu'il y ait une cohérence entre, le DGS et le maire, qui est quand même le patron, ne l'oublions pas. Et si ça ne s'est pas fait, à mon avis, on peut tomber de l'escalier à un moment donné. Voilà. Excusez-moi. Non, mais très bien, monsieur, vous anticipez notre... Attendez, avant, je vais demander à madame de nous livrer un point sur la manière dont les agents ont été associés au projet. Oui, alors pour revenir juste rapidement à la participation à Paris-Saclay, parce que tout à l'heure on a parlé de la phase harmonisation, de la phase aussi projet de territoire, donc tout ça c'était la première année après la fusion. Mais ensuite on a conduit une démarche qui était assez proche de celle de Saint-Omer finalement, où on a interrogé nos agents sur le sens et sur les valeurs du travail à l'agglomération pour construire cette charte des valeurs et quelque chose qui ressemble au projet d'administration et dont Stéphane pourra vous parler ensuite. Et donc on a eu, effectivement, on a travaillé d'abord avec les chefs de service
puis via un questionnaire avec tous les agents qui étaient invités à faire des remarques pour améliorer le fonctionnement de l'agglo sur l'innovation, sur le travail ensemble, sur les valeurs. Nous aussi, on a le respect, la solidarité, le partage, l'ouverture. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la fusion, ce travail sur les valeurs, ce travail participatif, il a beaucoup aidé à la cohésion des équipes qui, au lendemain de la fusion, étaient un peu se regarder en chien de faïence. Oui. C'était quand même difficile de créer une culture commune. Et ce travail-là, qui a créé beaucoup d'échanges entre les agents, a aidé à cette phase de cohésion. Voilà. Et puis pour faire le lien avec la partie politique, effectivement, on a présenté ce travail-là en bureau communautaire et puis tenu au courant aussi les élus. Puis dans le cadre du comité technique, il y a eu pas mal de présentations qui ont été faites et qui ont permis de débattre sur la méthode, sur la façon dont on faisait participer les agents. Et donc, on a abouti à 25 actions, nous, dans notre démarche qui s'appelait « Ensemble, partageons nos idées pour améliorer notre fonctionnement » et qui doivent être mises en place sur l'année 2018 à l'issue de cette participation. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, abordons cette question de la relation entre, je dirais, projet d'administration, projet d'établissement, projet de service et élus. Alors, et pour répondre à l'intervention de monsieur, et avant de donner la parole à monsieur que j'ai bien identifié au fond, et du coup, en un mot, messieurs, les élus, comment ont-ils été associés alors à ce projet Thomas Decarie. Bon, comme il y a des élus, je veux dire qu'ils ont été associés, les élus. Moi, je disais que c'était, pour moi, ce projet d'administration que je porte est plutôt un outil de transition pour que les uns et les autres, on se comprenne. Et donc, au départ, pour être très transparent, je pense que la réaction de mon élu a été c'est quoi ce bidule, c'est quoi ce machin, déjà, fais mon programme et après, on verra. Donc, après ce premier écran, on reprend son bâton de pèlerin et on explique. On explique que c'est un outil qui peut être utile pour mettre en place de manière un peu cohérente un programme de mandat, transformation en projet de politique publique, etc. Et puis, ça peut être aussi un outil qui peut permettre de favoriser le dialogue, parce qu'effectivement, dans les actions, dans tout le déroulé de notre travail, ça produit des actions, et les actions, ça apporte sur l'amélioration du dialogue entre les élus et les agents. Quelle frontière? Pour moi, je suis désolé, un élu n'est pas un technicien. Nous, on ne fait pas de la politique, on le fera mal. Inversement, voilà. Ça me semble important. Mais il faut aussi rappeler des bases, etc. Oui, je sais, ça peut choquer, mais... Voilà, alors... Non, mais j'ai fait exprès, excusez-moi. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, la meilleure réponse, monsieur, c'est que je suis encore là. Merci. Appelez-le demain, s'il vous plaît. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait une cohérence. Mais à un moment, la cohérence, moi, je crois au travail. Et la cohérence, elle se fait sur le travail. Elle ne se fait pas sur des valeurs tarte à la crème, du blabla, etc. Moi, j'ai voulu convaincre... Laissez-moi terminer. C'est pas possible. J'étais directeur général pendant 30 ans de société avec 500 salariés. Je sais ce que c'est que de monter un projet. Je suis élu aujourd'hui. Donc, je suis capable de comprendre ce que va faire un DGS. Sinon, à ce moment-là, j'en prends pas. Alors, moi, je parle à plusieurs agents, plusieurs collègues. Je ne suis pas sûr qu'on parle de votre expérience personnelle, mais en tout cas, moi, je livre mon point de vue. Je le vois comme un outil... Très bien. Moi, je le vois comme un outil de transition qui doit favoriser le dialogue des uns et des autres. Très bien. Voilà. Très bien. Très bien. Ça peut choquer. Madame, je ne sais pas où est passé le micro. Ah, mademoiselle, merci. Et après, monsieur, Alors, je pense qu'en fait, on va pas se fâcher, on va pas se battre. Et je pense que ici, tous les DGS, enfin, je pourrais me tromper, hein, mais pour moi, l'évidence, je comprends même pas le débat en fait, parce que pour moi, un projet d'administration, c'est décliner un projet politique pour l'administration. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. C'est bien. Il n'y a aucun souci. C'est pas l'administration. On n'est pas. Je vais être méchante. On n'est pas à l'État, quoi. Hein,
On est dans la territoriale. Donc, l'administration n'a pas pris le pouvoir sur les élus. Je vais peut-être pas me faire que des amis. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas l'intention de travailler à l'État, donc tout va bien. De toute façon, c'est mort pour moi. On regarde mon nom, c'est dommage. Donc, pour moi, c'est évident que dans la territoriale, les DGS et l'élu, c'est un binôme. C'est un couple. De toute façon, le DGS, il a un principe, c'est ce que vous disiez très bien. Vous êtes sur un emploi fonctionnel. Si aujourd'hui vous êtes encore là, c'est que votre élu, vous ne faites pas des trucs complètement délirants. Et c'est vrai que ce que je disais en aparté dehors, alors moi, j'ai pas le cas, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai un élu qui est à côté de moi, c'est pas parce qu'il est à côté de moi que je le dis, qui a fait un projet d'élu et qui, du coup, ça a été d'une simplicité. Ça a été hyper simple de faire un projet d'administration. Quand le projet d'élu, il est clair, et c'est hyper facile de travailler sur les valeurs et après sur les projets de service. C'est vraiment, c'est très fluide. La difficulté, c'est, et ça, alors là, je vous renvoie, je suis désolée, je ne vais encore pas me faire des amis avec les élus, il y a quand même un certain nombre d'élus qui n'ont pas de projet d'élu. Je veux dire, ou alors, en tout cas, ils l'ont certainement, puisqu'ils en ont fait un pour être élus. Mais n'empêche, ils ne le partagent pas. Et là, on a les DGS qui sont en grande difficulté pour faire un projet d'administration quand ils n'ont pas le partage vraiment ou la clarté du projet de l'élu. Mais nos intervenants, je pense, ont été très clairs. Emmanuel Aubert veut dire un mot, c'est que cela découle du projet de territoire ou du projet politique. Et d'ailleurs, comme le dit Madame, réaliser un projet d'administration sans projet de territoire, sans projet politique, il n'y en a pas. Enfin, c'est pas possible. Emmanuel, un point, et après, monsieur... je pense qu'un préalable pour lancer une démarche de projet d'administration, c'est effectivement de faire valider cette démarche par le responsable de l'exécutif pour pas qu'il y voit une autonomisation de l'administration par rapport à son projet politique. Donc c'est vrai qu'il faut bien comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça qu'il faut faire comprendre, quoi. Et si effectivement c'est pas compris par le niveau politique, il n'y a pas de projet d'administration. Mais à partir du moment où ce préalable est posé, l'idéal, je pense effectivement, l'idéal, c'est qu'il y ait un portage politique. Idéalement, le responsable, le chef de l'exécutif, il n'est pas toujours là, ce portage politique immédiat. Il est peut-être pas, c'est peut-être une intervention du président au début d'un séminaire, etc. Mais il est évident qu'il faut que ce soit compris par les équipes, que le portage est là. Donc nous, effectivement, il n'y a pas eu d'intervention dans la méthodologie des élus, mais en revanche, il y a eu des points réguliers à chaque étape faits au président. Je pense que c'est tellement attrape-tout, c'est tellement transversal, un tel projet d'administration, ça mobilise tellement d'équipes que ça relève, selon moi, plus du président et des élus du bureau in fine que du DRH. Que du vice-président en charge DRH. Votre voisin. Parce qu'il y a souvent un axe, justement, RH très important dans les projets d'administration, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a un axe aussi usager, on a un axe évidemment co-construction aussi avec les élus, un axe efficience, etc. Donc nous, un peu pour contourner l'absence des élus, je dirais, dans la construction, on a fait intervenir le cabinet pour travailler sur l'axe élu, la coopération élu-administration. Donc on a sollicité le cabinet dans les intercessions, dans les groupes de travail, les sous-groupes, etc. C'était un peu la voix aussi du président. Donc voilà, moi je pense qu'il faut des points d'étape au président et c'est un document qui s'adresse au collectif d'élus membres du bureau, c'est-à-dire à l'exécutif. Monsieur a une question, je vous en prie, monsieur, au fond. Oui, on vous ouf, je pourrais dire au moins ouf. J'ai la parole. Ouf, Jean-Claude Labrador, je suis vice-président de la collectivité territoriale de Guyane et vice-président du centre de gestion de Guyane. Je ne partage pas du tout votre avis parce que je considère qu'effectivement, un élu n'est pas un technicien. Vous savez, d'habitude, on a l'air de dire, bon, il est élu, on le met à un niveau qu'on veut bien. Je crois que quelque part, il y a un travail de cohésion à faire parce que les élus sont à portée de baffe des syndicats et de la population. Donc ça veut dire que le travail que vous faites, s'il est bon, on dira merci. S'il n'est pas bon, on se ramasse. Alors je pense que simplement dans la méthode, certes, il y a le projet, mais on n'attendra pas parce que j'ai entendu le monsieur dire que 9 mois après, ils ont présenté le projet à un élu. Moi, je ne l'admettrai pas parce que si on met ensemble un travail de fusion, on va ensemble à la bataille, que ce soit bon ou pas bon. On est dans le même combat. Et présenter un projet 9 mois après un élu, moi je vous dis honnêtement, je ne le prends pas.
Je considère que le projet, un DRH, un DGS, certes, l'élu ne joue pas sur ses compétences, mais seulement chacun se respecte. Et c'est à partir de là qu'on peut mener un travail de cohérence. Et je considère tous les propos qui ont été dit là, à la limite, je trouve ça un peu maltraitant et insultant pour les élus. Moi, c'est mon avis. Et malheureusement, je peux vous dire une chose, je le vois ailleurs, pas uniquement là. J'ai connu des DGS, certes, qui disent les choses comme il faut, même si on n'est pas d'accord. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui réagissent comme vous faites. Vous dites, bon, les élus, on verra après. Il n'en est pas question, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Pour moi, ce n'est pas la méthode. Et je peux vous dire que lorsque vous avez les syndicats en face, il faut que l'élu réponde aux syndicats. Et ce n'est pas vous qui répondez, vous donnez la réponse à l'élu sans doute. Ensuite, vous intervenez. Mais le syndicat vous dit, le responsable, c'est le président de la collectivité et les élus. Qu'il soit quatrième, qu'il soit cinquième, qu'il soit le dernier, il reste un élu et il reste en cohérence avec le travail que vous avez fait. Et c'est difficile pour un élu de déjuger son DGS. C'est très difficile. Et c'est là qu'on arrive à avoir des conflits syndicaux. Et à un moment donné, il faut trancher parce qu'il faut faire cesser le problème, le trouble créé par le syndicat. Donc, je crois que quelque part, la cohérence, elle doit exister. Très bien. Mais monsieur, effectivement, on voit bien qu'il y a quand même plusieurs manières d'aborder la relation élu-fonctionnaire, hein, élu-administration. Donc, vous avez, en tant que président, une certaine vision, mais c'est peut-être que d'autres élus, peut-être, l'abordent différemment. Monsieur. Oui. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr. Absolument. Oui. Oui. Mais moi, j'ai le sentiment que l'administration ne demande qu'à travailler avec ses élus. Ah si. Alors, moi, si. Moi, si, monsieur. Alors, moi, je suis un élu. Hein, j'ai été avant DGS, je suis un élu, mais je suis un peu inquiet de ce que j'ai entendu dans les propos de monsieur Aubert. Peut-être que sa parole a dépassé sa pensée, mais quand il dit pour contourner l'absence des élus, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire, parce que essayer d'imaginer quelque chose, contourner l'absence des élus, c'est grave si c'est comme ça chez vous. Parce que là, non, et pour pallier l'absence physique des élus, c'est ça que je veux dire. Mais nous, justement, on est vraiment dans la volonté de co-construire élus, administration. D'ailleurs, souvent, les élus parlent d'une seule équipe, administration, technicien, élu. Et l'idée, c'est vraiment, on parle beaucoup du mode projet dans notre projet d'administration, en faisant travailler les ressources avec les opérationnels. C'est important, mais ce qui est aussi important dans la méthode, c'est justement de considérer que l'administration participe aussi un peu à la construction de la décision, évidemment, en proposant des options. Et puis, par ailleurs, l'élu participe généralement à la mise en œuvre de la décision dans les groupes de travail, dans les comités de pilotage. Donc c'est pour ça que c'est exactement l'inverse que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un même collectif, enfin nous c'est comme ça qu'on le perçoit, hein, de travail. Merci beaucoup messieurs. Juste un petit mot sur les questions qu'on évoque qui sont assez importantes puisque ils sont au cœur de nos relations en même temps. Moi, je dis toujours pour l'administration, les cadres territoriaux, parce que là, on parle d'abord des cadres territoriaux. Hein. C'est quoi le travail des cadres territoriaux? Proposer, animer, alerter, mettre en œuvre. Quand vous avez ces 4 verbes-là, vous avez la totalité du travail, mais il n'y a jamais décidé. Il n'y a pas décidé, je suis désolé, il n'y a pas. Décision, autorité territoriale. Voilà, c'est clair, c'est net. Et on ne revient pas là-dessus parce qu'on est dans un système un peu dual, vous le savez. Autorité hiérarchique d'un côté et les élus ne sont pas des chefs de service. Il faut être très précis là-dessus, très clair là-dessus. Autrement, c'est la confusion. C'est effectivement le DGS, chef de service, et voilà. Et puis il y a l'autorité, je dirais, organisatrice, en relation avec, je dirais toujours les 3 partenaires, les élus, la population et les agents. De toute façon, il y a toujours ces 3-là. Et quand on est sur un projet de territoire, on est avec les 3. Quand on est sur un projet d'administration, on est plutôt sur 2 que sur 3, même si le 3e est là. Population, on est là derrière, mais c'est plus transparent, on le sait bien. C'est plus transparent. En fait, la population là-dedans, ce qui l'intéresse, c'est que la machine pour le contrat de territoire tourne bien. Et que le rapport, entre guillemets, le rapport qualité-prix soit bon. Mais derrière, c'est la machine. Et la machine, objectivement, il faut stratégiquement
les décisions soient des décisions d'élus par rapport soit à une décision d'élus, soit à des propositions des administratifs. Et là, c'est le rôle, effectivement, des cadres de proposer. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, après, alors là, je te rejoins, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait soit un COPIL formé du bureau des vice-présidents, etc., soit une autre organisation, mais il faut qu'il y ait au minimum des moments de respiration et de discussion pour voir où on en est. C'est ça le point principal. Et puis à un moment donné, c'est vrai que la manière dont ça va être écrit, ce ne sont pas les élus qui vont écrire. On sait bien ça. Ça serait une erreur d'ailleurs de notre part. Ce serait une erreur. On n'en a pas forcément les compétences, clairement, de ce point de vue-là. Quand on parlait de techniciens, vous avez une technicité que d'autres n'ont pas. Parce que par définition, vous êtes formés alors que des élus viennent de n'importe quel lieu ou métier. Donc on ne sait pas faire ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus prendre ces places-là. Dans ces conditions-là, effectivement, on est sur cette vraie autorité hiérarchique, mais qui doit à un moment donné savoir déléguer, faire confiance, pour à un autre moment organiser les choses et se dire il y a peut-être de l'arbitrage, et à ce moment-là, on revient sur le rôle des élus qui sera d'arbitrer, parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre, d'arbitrage, puis de décision. C'est un peu ce cursus-là, ce schéma-là, qui fait qu'effectivement, il y a accord ou pas accord. Mais si on n'a pas ce schéma-là, soit on deviendra chef de service, on fera de grosses bêtises, soit on laissera à l'administration le soin de faire et on fera aussi de grosses bêtises. Le chemin, la crête est assez étroite. Elle demande beaucoup de courage et beaucoup d'implication pour les élus, ce qui n'est pas toujours le cas, vous le savez. Merci. Vous vouliez compléter un point, monsieur? Oui, juste la graduation, c'est d'abord pour moi les agents, parce qu'en fonction de ce qui va être fait, ça a aussi le confort du travail. Ensuite, effectivement, l'administration qui fera des propositions. Et ensuite, les élus qui vont donner l'accord, certes, mais je pense que quelque part, il y a... Et vous savez, ce n'est pas uniquement autour de cette table qu'on trouve cette réaction-là. Certes, je veux bien comprendre qu'un DGS, il a bac plus 10 et qu'un élu a un bac moins 2. Mais à un moment donné, il sait quand même réfléchir. Il sait quand même réfléchir. Je veux quelque part que là-dessus, que la graduation soit faite. Mais de toute façon, le DGS, il faut toujours qu'il soit soutenu par son élu. Donc s'il n'y a pas d'imbrication entre les deux, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas vrai. Alors, je n'ai pas entendu parler le lien, par contre, entre les DRH pour la fusion avec le FNCDG. Oui, on va justement. Alors, avant de conclure, on va conclure cette table ronde, la première partie en tout cas. Et moi, je voudrais avoir de chacun d'entre vous, messieurs, un conseil que vous donneriez pour la réalisation d'un projet d'administration ou de service. Un seul. Attention, votre testament, en conclusion. Allez, un seul. Allez-y, un seul. Alors, moi, je pense qu'un projet est efficace si on rejoint une volonté politique et une attente des agents. Voilà. Adoption par l'ensemble des présents. D'accord, ok. Bon, moi, je dirais la même chose en associant le maximum d'agents à la démarche pour créer un socle de valeurs communes. Très bien. Thomas. S'il ose encore parler. Alors, je vous dirais peut-être se taire. Non, mais après, je veux juste rajouter un truc. Je pense que si on est à ces postes-là, c'est qu'on aime travailler avec les élus. On se prend la tête régulièrement parce qu'il faut qu'on réalise le programme politique, mais on adore ça. Donc votre conseil, c'est d'aimer les élus? Non, mais parce que je pense que ça fait partie de l'intrinsèque, c'est nécessaire. Non, je pense que c'est de réussir à lier effectivement, on parle de l'élu, de l'agent, il y a aussi l'environnement. Il change beaucoup et c'est une composante importante. Donc voilà, il faut réussir ça. C'est une vraie alchimie. Emmanuel? Il faut bien se rappeler, quand on lance une démarche comme ça, que la dynamique participative est peut-être plus importante que le livrable, et donc que le chemin est plus important que le but. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, moi, je rejoins tout ce qui a été dit, mais en prolongement de ce que vous venez de dire, pas être dans un document trop techno. Parce qu'on a beaucoup d'agents qui ont des difficultés avec l'écrit, dans la lecture comme la rédaction. Nous, on a un certain nombre d'agents, pas comme
de plus en plus d'agents voirie, etc. Et moi, je vais régulièrement les voir pour justement assurer le service après-vente et m'assurer qu'ils comprennent bien les outils, qu'ils peuvent se les approprier. Si on est dans un truc un peu déclaration de principe, très techno, là, c'est pas la peine, ça marchera pas. Très bien, merci beaucoup. Un mot, monsieur? Absolument. Très majoritairement, oui. Oui, il faut partir des agents. Monsieur? En fait, ça fait 1h30 qu'on essaye de mettre en phase les élus et les DGS. Et les centres de gestion, on en est où? Alors, monsieur, vous nous ouvrez la porte. Pendant que les centres de gestion se mettent en place, je vais donner la parole à monsieur. Venez, Yannick, Delphine et puis Philippe. Allez-y, monsieur. Oui. Moi, monsieur. Je pense que tout le débat... On vous entend, on vous entend. Moi, je pense que tout le débat vient de ce qu'il y a une ambiguïté sur le terme administration. L'administration, c'est d'abord une division d'une administration, et ça, c'est une organisation politique. Et ça relève des élus qui, je le rappelle, représentent quand même la population. Et c'est eux, comme on l'a dit, qui sont responsables devant la population. Mais je pense que de notre côté, quand ici on parle d'administration, je pense qu'il s'agit du métier, des gens qui travaillent dans l'administration, qui ont une éthique, c'est pour ça qu'ils parlent de valeurs et pas de principes. Et je comprends très bien qu'entre eux, ils essaient de définir ce qu'est leur éthique. Et ça, c'est tout à fait légitime. Merci, merci, merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment pour cette conclusion encourageante, on va dire, sur la relation entre les élus et l'administration et la compréhension de l'administration.